Real Sociedad, Real Madrid, cinquième journée de la Liga et la volonté pour nos Madrilènes, on l'espère, d'enclencher la deuxième, peut-être Rota après avoir montré un meilleur visage avant la trêve. Ouais, ça progresse petit à petit, comme on l'a dit. Il faut être patient, il faut prendre le temps, laisser le temps au temps surtout, et les automatismes se créer entre les différents joueurs, notamment offensivement, parce que c'est ce qui nous préoccupe un peu tous à l'esprit avec l'intégration de Kylian Mbappé. Mais oui, il va falloir enchaîner comptablement dans un premier temps, parce que le Barça pourrait s'échapper et c'est jamais très bon. Et puis parce qu'il faut aussi se rassurer, enchaîner et avant la Ligue des Champions, bah ça peut être de très bon augure. Hmm. Parlons un peu de l'adversaire, la Real Sociedad, sixième de Liga la saison passée. Ils ont perdu quand même Merino, le Normand, là cet été, je regardais avant de faire la vidéo. Mine de rien, ça fait quand même de bonnes pertes. Oscarson, ils ont été chercher Susic, Sergio Gomez également, comme arrivé entre autres. Un petit mot sur le mercato basque. De bonnes pertes hein, quand même, mine de rien. Ouais, de grosses pertes, mais on pouvait s'y attendre un petit peu. Mikel Merino, c'était quand même un joueur qui enchaînait les bonnes saisons, qui est devenu international, qui remporte l'Euro, et qui se montre. Donc forcément, c'était à prévoir. Le Normand, c'est un peu plus une surprise pour moi. Je pensais pas qu'il partirait, mais voilà, le mercato aussi fait que l'Atlético était en recherche de centraux, et c'était la bonne opportunité, la bonne pioche quant à son contrat qui allait se terminer bientôt. Donc oui, c'est deux pertes importantes parce que c'est deux leaders, deux joueurs très importants. Donc oui, on pallie pas des absences comme ça. Il y a eu du recrutement, ça reste toujours assez intelligent, la Real Sociedad, mais c'est une équipe un petit peu à l'image de Bilbao, leurs ennemis basques, qui doit constamment se renouveler et voir ses gros talents partir. Donc c'est jamais très simple, mais ça reste quand même une équipe assez équilibrée. Mm. Début de saison compliqué quand même. Seulement une seule victoire, un match nul, deux défaites, 4 points au compteur après quatre journées. J'ai pas eu l'occasion de les voir jouer, mais en tout cas ça rame hein, comptablement. Ouais, moi j'ai vu le match face à Getafe, c'était pas très fluide, c'était pas très beau à voir. Ils font un peu du surplace, mais encore une fois, quand tu perds ton métronome au milieu de terrain, c'est assez complexe. Forcément, ta plaque tournante, c'était Mikel Merino, et même si t'as Subimendi qui est un très bon milieu de terrain, bah lui tout seul, il peut pas faire tourner l'équipe. Donc c'est pareil, c'est un peu comme le Real, c'est un peu comme d'autres équipes. On est sur un début de saison, c'est un mauvais début de saison certes. En plus, ils rencontrent pas des foudres de guerre sur ce début de championnat. Donc 4 points sur 12 possibles, bah, c'est pas énorme, mais voilà, c'est une équipe dont il faut toujours se méfier, parce que la Real Sociedad, c'est un peu un diesel, elle démarre doucement, mais elle peut prendre son rythme de croisière, pardon, assez rapidement. Mm. Puis il y a des blessés, malheureusement un peu comme dans toutes les équipes ou presque, je pense. Amari Traoré, Bryce Mendes, Mikel Oyarzabal, évidemment. Tous les trois sont forfaits en plus face au Real Madrid. Ça fait des pertes, hein, tout ça. Ah, forcément, Sabal, c'est ton capitaine, c'est ton leader technique. Brais Mendes, c'est un très très bon joueur également, très bon milieu de terrain qui peut évoluer à plusieurs postes, qui est très polyvalent. Donc oui, forcément, ils sont aussi assujettis à des blessures, mais voilà, ça après c'est un peu comme tout le monde. On en a aussi au Real, aussi savoir s'adapter quand on a un grand club. Mm. Mine de rien, c'est un déplacement qui est réputé comme compliqué, mais je regardais là avant de faire la vidéo. Mine de rien, il y a de la défaite là. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs à domicile cette saison en Liga. Ils sont même sur quatre défaites consécutives à domicile, si on tient compte aussi de la fin de saison passée. Puis dans les affrontements face au Real, bon bah c'est quand même un peu mitigé. Forcément, c'est compliqué. On a gagné la saison passée 1 but à 0. L'année d'avant, on avait perdu. Après, on avait regagné, match nul, hors victoire. Bon, globalement, ça nous réussit quand même plutôt bien. Maintenant, c'est un déplacement réputé compliqué, comme je le disais. Toujours très très difficile de se déplacer à Anoeta. On a l'impression qu'on se répète à chaque fois qu'on fait une preview, mais c'est le cas. Mais c'est vrai qu'Anoeta, c'est toujours des résultats en dents de scie, hein. Il y a pas de tendance qui se dégage quand on se déplace là-bas. Le Real reste pas sur 15 victoires consécutives, ou n'est pas sur 15 matchs sans victoire non plus. Donc je pense qu'il faut profiter de leur absence, il faut profiter de leurs doutes, de leur mauvais début de championnat, même si je pense que la trêve internationale a fait du bien à tout le monde, et eux y compris. Mais forcément, il va falloir nous se mettre en confiance, ne pas regarder ce que fait l'adversaire, mais essayer évidemment de l'enfoncer un peu plus. Mm. Et comme disait Take Kubo là dans une interview hier, quand tu affrontes le Real Madrid, le Barça ou l'Atlético, les grands d'Espagne,
forcément, il y a un peu une surmotivation parce qu'il y a un impact médiatique qui est forcément supérieur par rapport aux autres matchs. Et donc, c'est aussi la volonté de se montrer pour les joueurs. Mais ça, on le sait, on le constate depuis suffisamment d'années. Parlons du Real. On reste sur un bon match, en tout cas du mieux, très clairement, avant la trêve. T'as pas peur que la dynamique soit un petit peu... Le début de dynamique, ne nous enflammons pas non plus, soit enrayé par cette trêve? Non, je pense que justement, ça permet aux joueurs de se mettre en jambes. Les trêves internationales, elles servent aussi à souffler pour certains, parce que tous n'ont pas joué toutes les minutes. Je pense notamment à Kylian Mbappé, par exemple, ou aux Brésiliens aussi qui n'ont pas joué les 180 minutes. Il y a déjà ça, et puis il y a aussi le fait de pouvoir se ressourcer. Forcément, quand tu changes d'équipe, quand tu vas jouer avec ton équipe nationale, ça peut faire du bien mentalement, même si pour certains, notamment les Sud-Américains, il y a des déplacements, donc il y a de la fatigue qui s'accumule. Ça, c'est un peu le côté négatif. Mais il y a quand même des choses positives. Donc, je pense pas que ça enrayera la machine. Les joueurs sont retournés à l'entraînement, les automatismes. Voilà, on l'a dit, ils sont en train de les prendre, donc c'est du travail. C'est pas 2 petites semaines ou une petite semaine et demie qui va faire que tout va repartir à zéro. Hmm. Petit point compte de presse. Carlo Ancelotti a dit que Rodrigo méritait d'être dans les 30 du Ballon d'Or. On l'a aussi interrogé sur une possible jalousie du Brésilien vis-à-vis de Vinicius, Mbappé, Bellingham, un sujet qu'on avait évoqué ensemble. Il a dit que lui le détecterait s'il y avait un problème du genre, en tout cas s'il y avait de la jalousie ou quoi que ce soit, il le détecterait, il a dit. On lui a aussi demandé pourquoi Vinicius n'était pas aussi performant avec le Brésil qu'avec le Real Madrid. Il a dit que le problème lui paraissait plus général que ça au Brésil, pas forcément juste Vinicius, c'est un contexte. Mais il a admis hein, que Vinicius n'était pas non plus encore au top de sa forme. On n'a pas la meilleure version sur ce début de saison de Vinicius, on le sait, on le voit aussi avec le Real. Et puis bah forcément, il a évoqué les absences, les absents pour ce match. Bellingham, Tchouaméni, c'est finalement forfait. Ils étaient à l'entraînement hier, on y a cru, mais non, c'est encore trop juste, il a dit. Des absences qui s'ajoutent à celles de Eduardo Camavinga, Ceballos, Alaba. Le secteur du milieu de terrain est particulièrement touché, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr. Mais après, je pense que le Real c'est ce qu'il fait et on l'a vu notamment l'année dernière avec le cas Arda Güler. Il faut pas prendre de risques. Le Real prend pas de risques et je pense que c'est mieux de les revoir à 100% plutôt que de prendre le risque qui se répète parce que justement, tu l'as dit, il y a énormément d'absence dans le domaine défensif et au milieu de terrain. Donc, je pense qu'il faut y aller tranquille et pas prendre de risques. Maintenant, oui, forcément, il y a pas de 11 majeur pratiquement, il n'y a pas de 11 qui enchaîne. En tout cas, le 11 qu'on se fait à l'idée ou qui doit être dans la tête d'Ancelotti, qui doit ressortir dans son esprit, bah, n'a pas l'occasion de se mettre en route et de prendre des automatismes. On l'a dit, on le répète, c'est très très important. Donc oui, forcément, elles sont dommageables ces absences, mais le Real, s'il est le grand Real Madrid, doit tout de même se sortir de n'importe quelle rencontre avec ses remplaçants. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois avoir à 22, 23, 24 joueurs très forts potentiellement. Donc voilà, les absences, on doit pallier à ça et on l'a déjà vu sur les derniers matchs. Donc il n'y a pas de raison que ce soit un problème pour ce week-end. Mm. Bon, ce matin, pour rien cacher, on se marrait un petit peu parce qu'on a vu passer un tweet d'un pourtant journaliste hein, qui disait que Carlo Ancelotti a envisagé une option nouvelle, un Lucas Vazquez possiblement en milieu de terrain et pas sur le côté droit. Euh, a priori, même d'après la conférence de presse, on lui a posé la question à Carlo Ancelotti, on est plus entre un choix entre Arda Güler ou Brahim Diaz pour jouer au milieu de terrain avec forcément bah, Luka Modric et Fede Valverde qui devraient jouer plutôt devant la défense. Moi, ce qui m'inquiète dans sa conférence de presse, j'ai analysé deux choses. Ils lui ont demandé s'il pouvait jouer en double pivot, bon, Arda Güler hein, en l'occurrence. Il a Mm. répondu que non. Jusque-là, c'est assez logique, mais qu'il pouvait jouer relayeur. Les deux choses que j'ai retenues, c'est qu'il a dit, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que doit avoir Arda Güler pour jouer en tant que relayeur? Et il a dit, dans un 4-3-3, il a besoin de ça, 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 ça. Donc déjà, le 4-3-3 semble quand même être ancré dans sa tête. Ça, c'est la première info que moi j'ai ressortie de sa conférence. La deuxième qui, moi, m'inquiète énormément, c'est qu'il a dit que il pouvait jouer relayeur, mais qu'il l'avait jamais essayé. Il s'entraînait jamais à ce poste-là. Ça, pour moi, c'est scandaleux. C'est une faute professionnelle. Qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement? Carlo Ancelotti, s'il teste pas Ardagulaire en 8, en relayeur, qu'est-ce qu'il fait? S'il teste pas les gars de devant à différents postes, s'il teste pas Arda Brahim Diaz dans son milieu, surtout avec les blessés, ils font quoi à l'entraînement les mecs? Ils font des oppos, ils font du physique, ils font des frappes.
font des carousels, ils font des Brésiliens. Je comprends pas. Enfin, je sais pas, ça choque que moi de se dire que Carlo Ancelotti dit on ne l'a jamais essayé en tant que relayeur à l'entraînement. C'est, c'est une hérésie d'entendre ça. Moi, ça m'a rendu dingue. Donc Mm. voilà, moi c'est ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'Arda Güler ne s'entraîne même pas pour être un 8, alors que je pense qu'il a totalement les qualités, encore plus que pour être un ailier. Et il s'entraîne pas à ce poste-là, donc c'est un peu fou. Et puis que le 4-3-3, pour le moment, bah il est pas prêt de le retirer. Nous, en tous les cas, on l'avait un petit peu dit, on a dit qu'il y aurait pas de décision prise avant un petit moment parce que je pense qu'il va vouloir blesser personne devant et qu'il va maintenir Rodrigo, Vinicius et Mbappé devant, et puis peut-être qu'il prendrait une décision ensuite. Mais je pense finalement qu'on va avoir le 4-3-3 pendant beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. Et c'est l'info moi qui m'a sauté aux yeux de cette conférence. D'accord. Oui, c'est vrai c'est vrai que sur Arda Güler, il a dit, je pense il a dit, je pense, il peut jouer en milieu relayeur intérieur, mais il a dit, on l'a jamais essayé, faut le travailler. Il a dit un truc comme ça. C'est C'est vrai. ouf, en vrai c'est ouf. Donc ouais, c'est un peu surprenant. Du coup, bah, si on suit le raisonnement, c'est-à-dire qu'Arda Güler, demain, sera pas titulaire. Si, parce que Ancelotti, il a aucune logique. Donc, moi, je pense qu'il sera devant Brahim Diaz à ce poste-là. C'est fort possible. Il peut même sauter un Brésilien devant à cause du voyage, tu vois. Donc, pour mettre un Brahim. Mais moi, honnêtement, je vois même Arda Güler quand même devant Brahim Diaz sur ce poste de relayeur. Mais encore une fois, je comprends pas le fait qu'il ne travaille pas à ce poste parce qu'il en a toutes les qualités. Ouais, je pars aussi plutôt quand même sur le principe qu'Arda devrait être titulaire. En tout cas, je pense que s'il est pas titulaire, je pense que ce serait un petit coup dur de plus pour Arda Güler, parce que là, c'est quand même le milieu de terrain, il est quand même complètement ravagé. C'est même là, mettre Arda, c'est un peu un choix par défaut dans ce rôle-là et dans ce match-là. Donc, si même là, il est pas titulaire, je pense que bah, Sachant, Griezmann, sachant que, sachant que dans cette trêve, il a été très bon. Il a joué à un poste beaucoup plus bas qu'à l'accoutumée, donc plus dans un poste de relayeur ou numéro 10. Il était un peu plus avancé. Il fait une passe décisive en rentrant dans le deuxième match. Il a été vraiment très bon. Enfin voilà quoi, je sais pas ce qu'il faut de plus à Carlo Ancelotti pour lui donner du temps de jeu. Faudrait pas qu'il nous échappe parce qu'il voit qu'il a pas de temps de jeu, alors que je pense que tous les clubs européens lui font les yeux doux. On n'en est pas là, évidemment. Là, on se projette dans le négatif, mais voilà, je pense qu'Arda, s'il joue pas là avec toutes les absences, c'est compliqué du coup de le voir relayeur avec tout le monde en présentiel. Mhm. Tu vois quel 11 du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi deux bonnes nouvelles, c'est que Militao est finalement disponible, alors qu'on nous avait annoncé que possiblement on l'aurait pas pendant 10 jours. Ferland Mendy également est apte pour cette partie. Est-ce que tu vois un peu de turnover dans ce 11? Non, peut-être, j'ai quand même un petit doute avec l'info Lucas Vazquez. Je me dis que c'est les sorties, c'est peut-être qu'on y pense, et peut-être pour le mettre à la place de Carvajal, le faire débuter. Parce que Dani a enchaîné aussi avec l'Espagne et on sait très bien qu'il faut aussi lui donner un peu de repos, notamment entre les trêves internationales. Donc ça peut être une possibilité. Sinon, bah forcément Courtois, donc Lucas Vazquez ou Carvajal, Rudiger, Militao, et je pense que Mendy tiendra son rang, même si je serais pas surpris non plus qu'en retour de blessure, sans prendre de risque pour lui, qui est quand même assez régulièrement blessé, Fran Garcia soit titularisé. Donc il y a quand même beaucoup de flou quand même dans cette défense à mon sens, notamment au niveau des latéraux. Ensuite au milieu de terrain, bah, j'opterais plus pour Arda Güler dans ce trio avec Fede Modric? et Modric, pardon. Et puis devant du classique, je pense aussi, même si j'évoquais Brahim, du classique avec Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Ouais, je suis en phase avec ça. Point d'interrogation sur les deux latéraux qui pourraient, à mon avis, tourner, je pense. Surtout Carvajal, je pense qu'il sera pas titulaire, je pense qu'il va mettre Vasquez. Et je pense que c'est aussi bon match pour mettre Flan Garcia. Flan Garcia qui a pu travailler correctement à fond là pendant toute la trêve, tandis que Mendy était quand même plus sur une phase de récupération parce qu'il avait une petite surcharge musculaire. Donc je pense que ça fait sens. Et tiens, je te fais réagir là en direct, hein, parce que je viens de voir que Lonin a prolongé pendant qu'on tourne la vidéo jusqu'en 2030. Donc il a signé un nouveau contrat de 6 années avec le Real Madrid. Ça te surprend? Ça me surprend, mais positivement, du coup, ça veut dire qu'il a envie de s'installer dans le projet. On lui portait plutôt des envies d'ailleurs et on n'aurait pas été étonné de le voir partir. On a même cru que ça allait se faire avec Chelsea. Finalement, non. S'il signe un contrat de 6 ans, les contrats de 6 ans, c'est énorme. Au Real, c'est plutôt des premiers contrats qui sont de 6 ans et ça reste rare aussi.
Ça veut dire qu'il a envie de réussir au Real Madrid tout simplement. Je trouve que c'est bien d'avoir cette mentalité-là. En tout cas, il sait que Courtois n'a plus 20 ans non plus, donc son heure viendra sûrement. Il l'a vu l'an passé. Certes, c'était dû à une blessure, mais il a eu l'opportunité de se montrer. Euh, Personnellement, si je me mets à sa place, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis qu'il peut aussi attendre 3 4 ans avant d'être titularisé au Real. Donc, est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce qu'il mériterait pas d'avoir une carrière un peu différente et de garder les buts d'un autre grand club parce qu'il en a la capacité? Moi, je pense que pour le Real, c'est bon parce que quand tu as un deuxième rempart qui te défend comme il a pu le faire l'an passé, bah forcément c'est une bonne nouvelle et je vais parler que pour le club parce que moi je suis supporter du club encore une fois, je suis pas supporter de l'Union donc je trouve que c'est une bonne nouvelle en tout cas. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est une surprise, mais très positive, hein, parce qu'évidemment que d'un point de vue club Real Madrid, avoir une doublure qui t'a démontré à quel point il était capable d'assurer, même sur toute une saison, pallier à une blessure comme celle de Thibaut Courtois. Enfin, c'est pour le Real Madrid, avoir une doublure là de ce niveau-là, c'est de cette garantie-là, parce qu'on peut parler aujourd'hui de garantie en parlant de Lonin. Forcément, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je me demande s'il n'a pas été refroidi peut-être par cet été, par le marché des transferts, parce que je pense qu'il a eu des approches, mais je pense qu'il n'a pas eu d'approche qui l'ont convaincu, et du coup, bah, il s'est dit, bah, finalement, j'ai pas mieux, entre guillemets, que le Real Madrid. En sachant que même s'il signe un contrat longue durée, je pense que si réellement il y a une offre, si réellement il y a un intérêt d'un autre club, je pense que le Real Madrid le laissera partir, je pense, sans trop de problèmes, Oui, et puis même si évidemment ça signifie aussi qu'il faudra mettre le prix, hein, mais voilà. mais c'est aussi pour ça que le Real le fait. Le Real le fait parce que le foot c'est du business, on n'invente rien. 6 années, le Real sait que s'il y a une offre qui vient, elle sera forcément bah, plus élevé parce qu'il faut racheter, entre guillemets. C'est comme ça que se passe un transfert, c'est racheter les années de contrat et puis un surplus parce que tu veux acquérir le joueur. Ensuite, il y a son agent qui est dans le coup et signer un contrat de 6 ans, c'est aussi savoir que s'il y a une offre sur la table, bah, la com de ton agent, elle sera plus importante. Il y a aussi l'engagement du joueur, on en parlait, parce que s'il signe 6 ans au Real Madrid, lui, il veut pas se bloquer. Le joueur, s'il veut partir, il signe pas 6 ans. Donc, c'est quand même un désir de continuité, mais ça arrange la partie agent et club en cas d'offre. Donc, au final, je pense que toutes les parties s'y retrouvent un petit peu là-dessus. Il faut pas oublier que le foot, c'est du business, énormément de business, pratiquement que du business même. Donc, un contrat de 6 ans, ça me surprend et ça me surprend pas. Je pense que le joueur, lui, c'est sa continuité, et puis que les deux autres parties, agent, club, voient un peu l'aspect financier d'un contrat longue durée. Ce que j'allais dire, c'est une sécurité aussi d'un point de vue financier. Alors, je sais pas, j'ai pas vu les détails du contrat, sur quel salaire, sur quel salaire il a signé, mais assurément qu'il a eu une belle revalorisation en prestations passées. Donc oui, c'est aussi une sécurité de ce point de vue-là pour lui financièrement. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette preview. Merci Rota. Merci à tous Merci d'avoir Thomas. regardé la vidéo. Passez un bon week-end, bon match, et puis on se dit bah, à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Ciao.